Le marché africain dans le viseur des pays du G20, ils viennent de sceller un pacte avec le continent, but visé, promouvoir les investissements privés. Au Liban, le Parlement reporte pour une deuxième fois l'examen d'une proposition de loi d'amnistie. Plusieurs manifestants soupçonnent la protection des corrompus. Ils se sont exprimés. Et puis, il ne faut pas être homosexuel en Malaisie. 4 personnes condamnées par un tribunal islamique ont reçu des coups de fouet en public. De quoi donner un avertissement aux autres. Voilà donc pour le sommaire de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Et nous démarrons donc par cette information. Après la Russie et la France, ce sont les pays du G20. Ils viennent de signer un accord avec plusieurs pays africains. C'était à l'ouverture de la conférence Compact with Africa à Berlin, en Allemagne. Il s'agit de creuser pour promouvoir les investissements privés en Afrique. C'est la chancelière allemande Angela Merkel qui a officiellement lancé la réunion en présence des chefs d'État et de gouvernement africains invités. Le pacte du G20 avec l'Afrique a pour objectif principal d'accroître l'attractivité de l'investissement privé grâce à une amélioration des cadres macroéconomiques, commerciaux, mais aussi financiers. Alors que l'Allemagne a mis l'accent sur l'importance de la bonne gouvernance, le Ghana, par exemple, s'est appesanti sur l'instauration d'un prix minimum sur les ventes de fèves de cacao au monde, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Nous pensons, et j'en suis profondément convaincu, qu'une plus grande transparence peut également attirer davantage d'investisseurs dans ces pays. Bien sûr, surtout pour les investisseurs allemands ou d'autres investisseurs des pays du G20, mais pour les moyennes entreprises allemandes, par exemple, il est très important que la confiance règne, que la transparence règne, que les gens sachent où investir et à quelles conditions. Au sujet des agriculteurs qui produisent la matière première et qui gagnent une infime partie de la valeur réelle de cette matière première, nous avons pris la décision de passer d'une situation de bas salaire pour les exportateurs et les producteurs à une meilleure évaluation des matières premières dans nos pays. Nous montrons à quel point l'Afrique est mûre pour les affaires, pour les investisseurs et jusqu'où nous pouvons aller. Par exemple, la compétitivité des économies de notre continent, de nos différents pays. Compact with Africa rassemble des pays africains, des organisations internationales et des partenaires bilatéraux du G20 et au-delà, animés par des réformes, afin de coordonner des programmes de réforme spécifiques à chaque pays, de soutenir les mesures politiques correspondantes et de faire connaître les opportunités d'investissement aux investisseurs privés. Depuis son lancement en 2017, l'initiative compte à ce jour 12 pays africains, dont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, la Guinée, le Maroc, le Rwanda, le Sénégal, le Togo et la Tunisie. Au Sénégal, où s'est tenue la 6e édition du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique, les présidents mauritaniens Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et sénégalais Macky Sall ont réclamé un mandat renforcé pour les forces combattant la progression djihadiste au Sahel. Le Premier ministre Édouard Philippe, qui a également participé à cette rencontre, exhorte à ne laisser aucune chance aux groupes djihadistes dans la région. À l'ouverture de la 6e édition du Forum international sur la paix et la sécurité, qui réunissait responsables étrangers et experts lundi à Diamniadio, près de Dakar au Sénégal, le président Macky Sall a estimé qu'il faut un mandat robuste à la force de l'ONU au Mali MINUSMA afin de freiner la progression des djihadistes au Sahel. Le chef de l'État sénégalais a directement appelé la Chine et la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU à permettre que soit décerné un tel mandat. La paix, la sécurité et la stabilité du Sahel sont partie intégrante de la paix, de la sécurité et de la stabilité du monde. En conséquence, combattre le terrorisme au Sahel est à la fois un devoir de solidarité et un impératif de sécurité collective. Même discours côté mauritanien, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a indiqué que l'ONU doit se réformer dans sa politique de maintien de la paix
qui n'est pas en adéquation avec les enjeux sécuritaires au Sahel. L'ONU doit se réformer, non seulement au niveau de la composition des membres permanents du Conseil de sécurité, mais également dans sa politique de maintien de la paix, qui n'est pas en adéquation avec les enjeux du terrorisme d'aujourd'hui. Le Premier ministre français Édouard Philippe, qui a également pris part à cette rencontre de Dakar, a pour sa part exhorté à ne laisser aucune chance aux groupes djihadistes dans le Sahel, demandant l'implication de tous les États d'Afrique de l'Ouest. Une chose est certaine, les groupes djihadistes profiteront, dès qu'ils le pourront, de nos faiblesses, de nos manques de coordination ou de nos insuffisances en termes de moyens, d'engagement ou de formation. Nous ne devons donc leur laisser aucune chance, aucune prise. Ce 6e forum international sur la paix et la sécurité en Afrique s'est tenu dans un contexte sécuritaire dégradé ces derniers mois au Sahel. Une situation qui met en doute l'efficacité des armées nationales, mais aussi des forces étrangères, parmi lesquelles l'opération anti-djihadiste française Barkhane, qui mobilise 4500 militaires. Et on reste toujours dans le Sahel pour évoquer à présent cette nouvelle attaque attribuée aux djihadistes et qui a malheureusement coûté la vie à 24 soldats maliens. C'était ce lundi dans l'est du pays. C'est ce qu'a indiqué l'armée du pays. Des combats ont fait 24 morts dans les rangs de l'armée malienne et 17 dans ceux des djihadistes ce lundi dans l'est du Mali, dans un contexte de dégradation sécuritaire continue. Les forces maliennes et nigériennes menaient une opération conjointe contre les djihadistes quand une patrouille a été attaquée à Tabankor, a dit l'armée malienne qui affirme que des prisonniers sont aux mains des forces nigériennes. Dans un précédent communiqué, l'armée malienne avait indiqué avoir reçu le soutien de la force française anti-djihadiste Barkhane dans la contre-offensive contre les djihadistes. L'attaque de ce lundi constitue un coup dur de plus pour l'armée malienne. Elle intervient après la mort d'une centaine de soldats dans 2 attaques djihadistes en un mois cet automne dans les mêmes confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso. C'est aussi une illustration supplémentaire de la dégradation continue de la sécurité qui alarme la communauté internationale dans cette région et plus largement au Sahel. Ce même lundi, les présidents mauritaniens et sénégalais ont réclamé de concert lors du forum international consacré à la sécurité près de Dakar, un mandat renforcé pour les forces combattant au Sahel. Depuis leur apparition dans le nord du Mali en 2012, les violences djihadistes se sont propagées vers le centre du pays et au Burkina Faso, sans oublier le Niger voisin, malgré la présence des forces françaises, régionales ou de l'ONU. On s'intéresse à présent à la réaction des habitants de Niamey après l'arrestation du principal opposant nigérien Hama Amadou après son retour au Niger le 14 novembre dernier. Le probable candidat à la présidentielle de 2020 s'est lui-même rendu au tribunal afin d'être incarcéré et purger les 8 mois restants de sa peine d'1 an de prison pour trafic de bébés. Extrait des propos de ces Nigériens rencontrés. Le fait qu'il soit affilingué ne doit pas causer beaucoup de bruit, puisqu'il est parti pour répondre à la justice. Et nul n'est au-dessus de la loi. Il reconnaît qu'il a été condamné par la justice nigérienne, raison pour laquelle il s'était rendu. C'était prévisible compte tenu des échos que nous avons reçus. Il semble que c'est sur cette base-là qu'il a accepté de rentrer. Vous savez que lui-même, il a dit qu'il n'est pas téméraire. Il ne vient pas se jeter dans la gueule du loup. Donc ça fait partie des éléments de négociation. Il va sûrement rester quelque temps en prison, le temps peut-être que le président de la République lui accorde une grâce présidentielle. Si on se rend compte que les conditions d'incarcération de Hama sont allégées, qu'il serait peut-être dans cette prison-là presque en résidence surveillée, je pense que cela peut donner du tonus au dialogue qui est en cours. Il faut quand même relever que seule l'amnistie pourra permettre à M. Hama Amadou justement de se présenter aux élections. Si jamais il bénéficie de la grâce présidentielle dans le contexte actuel, il ne peut qu'avoir la dispense
de la peine, il peut sortir de la prison, mais pour autant, cette condamnation reste. Elle peut être inscrite ou elle sera inscrite dans son casier judiciaire, alors que s'il s'agit d'une loi amnistie qui serait votée par l'Assemblée nationale, je pense que les faits seront totalement effacés. Et deuxième vaine tentative du Parlement libanais, l'Assemblée a dû une fois de plus renoncer ce mardi à l'examen d'une proposition de loi d'amnistie. Elle est accusée de vouloir absoudre des cas de corruption dans le pays. S'il y a un des fléaux les plus décriés par le mouvement de contestation depuis plus d'un mois au Liban, c'est bien la corruption. Des manifestants ont assiégé le Parlement libanais à Beyrouth, l'obligeant à reporter une session destinée à l'examen de propositions de loi dénoncées par le mouvement de contestation qui secoue le pays depuis plus d'un mois. Plusieurs partis avaient, eux, qu'ils boycotteraient la séance prévue à huis clos et déjà reportée il y a une semaine. D'après un responsable du Parlement, la séance a été reportée à une date ultérieure du fait de l'absence de quorum et des conditions exceptionnelles actuelles, en particulier sécuritaires. Cette annonce est intervenue après une matinée marquée par la présence de centaines de manifestants autour du Parlement, mobilisés pour empêcher les députés de rejoindre l'hémicycle. Quelques heurts ont alors éclaté avec les forces de l'ordre. Les protestataires ont exprimé leur satisfaction suite au report. Les manifestants assurent que cette loi pourrait exonérer des personnes condamnées ou soupçonnées d'implication dans des affaires d'évasion fiscale ou encore de crimes environnementaux. Techniquement, cela serait possible car l'amnistie concerne tous les crimes sauf ceux nommément exclus. Cette loi représente un grand danger car elle inclut, selon l'ONG spécialisée dans les questions juridiques Legal Agenda, les crimes des corrompus au pouvoir. Le Liban est secoué depuis le 17 octobre par un soulèvement sans précédent réclamant le départ d'une classe dirigeante jugée corrompue et incompétente. Mardi, le président Michel Aoun s'est dit ouvert à un cabinet incluant des représentants de la contestation. Et puis on ne plaisante pas avec l'homosexualité en Malaisie. 4 personnes condamnées par un tribunal islamique pour des relations homosexuelles ont reçu des coups de fouet en public. Les ONG se sont insurgées après ce châtiment. Reportage. Les intéressés sont âgés de 26 à 37 ans. Ils ont reçu lundi 6 coups de bâton chacun dans une prison proche de la capitale Kuala Lumpur en Malaisie. Leur péché, avoir voulu se livrer à des relations contre nature interdites par le droit islamique. Les hommes qui ont reconnu avoir eu des relations homosexuelles ont également été condamnés par un tribunal islamique à une amende et à 7 mois de prison chacun. Les 4 ont été arrêtés l'an dernier dans un appartement au cours d'un raid d'une 50aine de policiers qui avaient été alertés en surveillant des messages privés échangés par les participants à un événement privé, selon Amnesty International. Un 5e homme, condamné avec les autres, n'a pas été flagellé dans l'attente d'un appel. 6 autres hommes arrêtés dans l'appartement doivent encore être jugés. Selon le directeur d'Amnesty en Malaisie, la Malaisie devrait créer un environnement dans lequel la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre n'est pas discriminée, où l'on n'emprisonne pas et ne bat pas des gens innocents. Il faut préciser que la Malaisie a un double système judiciaire, les tribunaux islamiques étant habilités à traiter les questions religieuses et familiales, ainsi que des affaires de mœurs pour les musulmans. La sodomie est considérée comme un crime par le droit islamique, ainsi que par le code pénal malaisien, hérité de l'époque coloniale. Et puis, ainsi prend fin ce journal. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision Sika TV. Au revoir.